Personne n'est venu pour l'opération à cœur ouvert de mon fils. Pas un seul visage familier dans la lumière blafarde de cette salle d'attente. 6 heures sonnèrent. Les portes l'engloutirent, et je restai assise, entourée d'inconnus qui se tenaient la main, une main qui n'était pas la mienne. Des heures plus tard, toutes les familles étaient parties avec le sourire, sauf moi. Ma chaise restait froide, mon téléphone muet. 3 jours passèrent avant que l'écran ne s'allume enfin. Il me faut 5 000 $ pour la robe de mariée de ta sœur. J'envoyai 50 centimes avec un simple dessin de voile. Le lendemain matin, la banque appela. Et c'est là que tout s'est effondré dans notre famille. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous m'écoutez, pour que je sache que je ne suis pas seule. Et quand vous aurez entendu mon histoire, dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. J'ai appris à me faire discrète. Chez nous, l'amour avait ses règles, et il ne s'adaptait jamais à mon rythme. Quand je ramenais que des œufs à la maison, maman me disait « Ne te vante pas. Ava est susceptible. » Quand j'ai réparé le robinet qui fuyait, papa a souri comme si c'était son idée. J'ai vite compris que la paix valait moins que la reconnaissance. Une fois, Ava a pleuré parce qu'elle avait perdu un collier. Maman a mis la maison sens dessus-dessous. Quand j'ai égaré mon trophée de science, elle m'a dit « Arrête ton cinéma, Claire. C'est pas grave. » Après ça, j'ai arrêté de demander de l'aide. J'ai commencé à me faire discrète, à faire les corvées, à payer les factures quand papa oubliait d'intervenir quand Ava piquait une crise pour un rien. Je suis devenue la discrète, la fiable, celle dont personne ne s'inquiète parce qu'elle va bien. Quand j'ai décroché mon premier emploi stable à l'hôpital, maman m'a appelée. « Tu as de la chance, ma chérie. Tu pourrais peut-être aider Ava à lancer son entreprise. » Ava n'avait même pas encore son diplôme. J'ai répondu « Bien sûr, comme d'habitude. Bien sûr. » Puis il y a eu cette conversation qui a scellé le schéma. Maman et papa étaient assis à la table de la cuisine, les mains jointes comme s'ils allaient prier. « Ce serait tellement plus simple si on avait accès à tes économies, » dit maman. « Tu sais, en cas d'urgence, on se serre les coudes. » J'hésitais, mais papa ajouta « Tu es toujours si organisée, Claire. On ne toucherait jamais à rien sans nécessité. » Ils partirent avec des papiers signés me désignant comme leur fille responsable. Je me souviens de l'odeur du café qui refroidissait entre nous, du silence après qu'ils eurent fermé la porte. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je venais de leur donner bien plus qu'un simple accès. J'avais donné ma permission. Au fil des ans, les urgences se résumaient à un lave-vaisselle en panne chez eux, un acompte pour les vacances d'Ava, ou une cagnotte pour son enterrement de vie de jeune fille. Chaque retrait s'accompagnait d'un SMS de remerciement qui ressemblait plus à un reçu. « Tu es une sauveuse. » Jamais un coup de fil, jamais une visite, juste des attentes déguisées en gratitude. Pourtant, je restais silencieuse. Quand Ava se vantait que maman avait toujours cru en elle, je souriais. Quand papa disait que nos 2 filles se portaient à merveille, j'acquiesçais. Même si je savais qu'une seule d'entre nous avait une place réservée à table. La dernière fois que je les ai vues avant l'opération de Léo, c'était au dîner du dimanche. Ava parlait de son mariage imminent, de l'importance de la perfection. Maman s'est penchée vers moi, rayonnante, ce sera l'événement de l'année. Personne n'a demandé des nouvelles de Léo, pas une seule fois. J'ai passé la purée, faisant semblant de ne pas remarquer, faisant semblant de m'en moquer. Mais je m'en souciais. Je m'en souciais toujours. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise au comptoir de la cuisine, en train de vérifier les formulaires de l'hôpital et les listes de contrôle préopératoire de Bill. Léo dormait sur le canapé, sa petite poitrine se soulevant sous la couverture. Mon téléphone a vibré, un message de groupe. Essayage de la robe d'Ava demain. On peut tous participer au paiement final? J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert mon dossier « Rendez-vous de Léo » et j'ai continué à cocher chaque case, chaque formulaire, chaque instruction, parce que c'est ce que je fais. Je suis la même quand ils ne le sont pas. 3 jours après l'opération de Léo, la maison était trop silencieuse. Le bourdonnement du purificateur d'air, le tic-tac de l'horloge, tout semblait plus fort que la normale. Léo dormait sur le canapé, enveloppé dans une couverture qui sentait encore l'hôpital. Sa poitrine se soulevait lentement, chaque respiration était mesurée, fragile. J'ai préparé une soupe à voix basse, de peur de perturber le seul peu de paix qui nous restait.
Mon téléphone était posé face contre table sur le comptoir. Aucun appel manqué, aucun message. Personne n'était venu. Ni mes parents, ni mes frères et sœurs. Ils connaissaient tous la date. Ils l'avaient promis. Quand la minuterie a sonné, j'ai éteint le feu. C'est alors qu'il a vibré. 3 brèves vibrations, un message. J'ai failli sourire, pensant que c'était peut-être un appel. Je me suis essuyé les mains et je l'ai pris. Maman, il me faut 5000 $ pour la robe de mariée de ta sœur. Tout le monde participe d'ici vendredi. La vapeur de la casserole a embué mes lunettes. J'ai relu le message plus lentement cette fois, comme si les mots allaient changer. Ils n'ont pas changé. Pas de « Comment va Léo ?» Non. Comment peux-tu respecter une échéance avec de simples chiffres? Je restais là, une cuillère à la main, la soupe refroidissant sur le feu. Dans l'autre pièce, Léo toussa dans son sommeil. Je ne répondis pas. Je ne jetai pas le téléphone non plus. Je le posai simplement et le fixai jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Le reflet de la lumière de la cuisine planait là où mon visage aurait dû être. Plus tard, je fis défiler les anciens messages, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui puisse prouver qu'il s'était soucié de moi. Il n'y avait pas grand-chose, surtout des détails pratiques, des lieux, des photos d'Ava en blanc. Pendant des années, je m'étais persuadée que le silence de ma famille n'était pas un rejet, juste du bruit. Une façon de gérer la situation, de me dire qu'être ignorée était peut-être plus sûr que d'être mal aimée. Mais là, dans cette cuisine, la vérité me glaça le cœur. Ce n'était pas qu'ils avaient oublié. C'est qu'ils avaient choisi d'oublier. Je versai la soupe dans un bol, le posai sur le plan de travail et éteignis la lumière. La maison s'assombrit, à l'exception de la faible lueur de la chambre de Léo. C'est alors que je sus que le prochain message que j'enverrais mettrait fin à ce cycle pour de bon. Je n'ai pas répondu au message de ma mère. Je l'ai juste fixé du regard jusqu'à ce que la lumière s'estompe et que l'écran devienne noir. Puis j'ai retourné le téléphone, écran contre la table, comme pour enterrer quelque chose. Léo a dormi profondément cette nuit-là, pour la première fois depuis l'opération. Le silence n'était pas synonyme de confort. C'était un espace suffisamment vaste pour que je puisse réfléchir sans être dérangée. Assise au comptoir de la cuisine, une simple lampe perçant l'obscurité, sa lumière révélait les reçus de Bill et les papiers de sortie de l'hôpital. Toutes ces choses que j'avais soigneusement rangées parce que personne d'autre ne l'avait jamais fait. J'ai ouvert mon application bancaire. Le solde s'est affiché, mon fonds d'urgence, celui-là même que j'avais constitué au fil des années, entre les heures supplémentaires et les projets annexes, les vacances annulées, celui-là même auquel mes parents avaient accès en cas d'urgence. Ce mot « urgence » avait une autre signification pour eux. Urgence lave-vaisselle en panne. Urgence à compte pour le dîner de répétition d'Ava. Opération à cœur ouvert de Léo. Pas même un mot. J'ai fait défiler les virements passés, chacun témoignant discrètement de ma discipline. 200 $, 500 $, 1000 $. Des petits bouts de moi-même, sacrifiés sous prétexte de devoir familial. J'ai appuyé sur l'icône de virement et saisi 50 $. Dans le champ « Notes », j'ai tapé « près d'un voile ». Puis j'ai cliqué sur « Envoyer ». La confirmation sonore était douce, comme une petite cloche. J'ai expiré par le nez et éteint mon téléphone. Pas de satisfaction pour l'instant, juste le silence. Le lendemain matin, la maison embaumait le pain grillé et le café. Léo était assis à table, dessinant des fusées au dos d'une enveloppe. « On peut aller voir grand-mère quand je serai guérie ?» a-t-il demandé. « Pas tout de suite, mon chéri », ai-je répondu d'une voix calme. Ils sont occupés avec les préparatifs du mariage. Il a hoché la tête, acceptant la situation plus facilement que je ne l'avais jamais fait. Lorsqu'il est parti pour son rendez-vous de suivi avec l'infirmière cet après-midi-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran de connexion s'est illuminé d'un bleu pâle. J'ai tapé mon mot de passe et suis allé directement à la gestion des comptes. Le curseur a clignoté, en attente. Supprimer l'accès conjoint. Clic confirmer la suppression pour Linda Whitman. Clic confirmer la suppression pour Gerald Whitman. Clic chaque action était accompagnée d'un son, l'écho d'une feuille de papier arrachée d'un classeur. Puis, changer le mot de passe. Activer la double authentification. Enregistrer le courriel de confirmation dans le dossier. Relever.
L'imprimante bourdonnait pendant que j'imprimais la page de confirmation. Je l'ai pliée en deux et glissée dans un dossier en papier craft étiqueté « Accès supprimé ». Un nouveau chapitre de ma vie, clos et scellé. À midi, la maison résonnait des cliquetis rythmés de mon clavier, du bourdonnement du réfrigérateur et du léger vrombissement de l'imprimante. Pas de musique, pas de voix, juste le bruit des systèmes en train d'être reconstruits. À 14h10, la sonnette retentit. Je reconnaissais ce coup impatient, fort et familier. Caleb. Quand j'ouvris la porte, il se tenait là, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, le regard fuyant le mien. « Maman est contrariée, dit-il. Elle dit que tu as bloqué son compte. »« C'est mon compte, dis-je doucement. » Il fronça les sourcils. Elle a dit que c'était de l'argent de famille. Ce n'est pas le cas. Chaque dollar provenait de moi. Elle a dit que tu avais promis de les aider en cas d'urgence. J'ai laissé le silence s'installer. L'opération de Léo était une urgence. Ils ne sont pas venus. Cette promesse n'était plus valable. Caleb laissa transparaître une pointe de culpabilité dans son regard. Tu aurais pu nous dire à quel point c'était grave. Je l'ai fait. J'ai croisé son regard. Tu ne voulais tout simplement pas l'entendre. Un instant, le vieux réflexe a refait surface. M'expliquer, adoucir mes propos pour le mettre à l'aise. Je ne l'ai pas fait. Il a soupiré. Maman a dit que tu lui avais envoyé 50 centimes. C'est vrai. Il a cligné des yeux. Pourquoi? Parce que c'était exactement ce que valait son inquiétude. Il n'a pas protesté. Il m'a juste regardé comme on regarde un inconnu qu'on a connu autrefois. Puis il est parti. Quand la porte s'est refermée avec un clic, je me suis appuyée contre elle et j'ai expiré. Mon pouls était régulier. Mes mains ne tremblaient pas. Pour la première fois, mon silence n'avait rien d'un aveu de faiblesse. Il avait un sens. Ce soir-là, j'étais assise près de Léo tandis qu'il dessinait d'autres fusées. La télévision était en sourdine, la pièce baignée d'une lumière dorée par le soleil couchant. Mon téléphone vibra sur le comptoir. Des numéros inconnus s'affichaient les uns après les autres. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, j'ouvris mes emails. Un message de la banque confirmait les modifications d'accès. Toutes les autorisations précédentes avaient été révoquées. Je le lus 2 fois, puis une 3e. Non pas par doute, mais pour me souvenir de cette sensation, de ce moment précis de calme où j'avais repris le contrôle. J'imprimai l'email, le glissai dans le dossier et l'intitulai « Preuve ». Après le dîner, je bordai Léo. Il s'endormit au milieu d'une phrase, sa main enroulée autour de la mienne. Je le regardais se soulever et s'abaisser, la fine cicatrice captant la lumière de la lampe. Cette cicatrice était, elle aussi, la preuve de la persévérance de ce qui méritait d'être protégé. Dans la cuisine, je me versai un verre d'eau et regardai par la fenêtre. De l'autre côté de la rue, les lumières s'allumaient dans les autres maisons. Des familles se réunissaient, riaient, vivaient sans moi. Et pour une fois, cela ne me blessait pas, car ce soir, je n'étais pas exclue. J'avais choisi l'absence. Avant de me coucher, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon dossier, la pile bien ordonnée de confirmations et de signatures. Preuve non pas de vengeance, mais de rectification. J'ai fermé l'ordinateur portable, éteint la lumière et laissé le silence s'installer. Cette fois, il m'appartenait. Le lendemain matin commença comme tous les autres. Une lumière grise filtrant à travers les stores, le ronronnement discret du réfrigérateur, Léo encore endormi. J'ai versé du café et observé la vapeur s'échapper de la tasse, la maison retenant son souffle. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, puis s'est tu. Quelques secondes plus tard, il a sonné de nouveau. Numéro inconnu. Ai-je répondu? Madame Whitman. Ici Ethan Cole de la Pacific Union Bank. Son ton était courtois et mesuré. Votre mère est dans mon bureau. Elle dit avoir des difficultés à accéder à un compte que vous partagez. J'ai fixé le mur, une fissure partant de la plainte. Il n'y a pas de compte partagé, ai-je dit d'un ton égal. Elle était utilisatrice autorisée. Cet accès a été révoqué. Un silence. Compris. Elle insiste, c'est un fonds familial, pas un compte individuel. Ce sont mes économies, ai-je répondu. Chaque versement provient de mes salaires. Il n'y a rien à contester. À travers le combiné,
j'entendais des voix étouffées, celle de ma mère montant d'un ton désespéré. Dis-lui qu'elle ne peut pas simplement prendre notre argent. Dis-le-lui. La voix de Monsieur Cole restait calme. Voulez-vous que je lui explique les règles? Oui, ai-je dit, et veuillez noter l'heure de cet appel pour vos archives. Il a hésité, comme s'il pressentait quelque chose de plus grave, puis a dit, bien sûr. Le silence s'est installé, puis un léger clic. J'ai raccroché. L'horloge murale a fait tic-tac, 2 fois, assez fort pour ressembler à des applaudissements dans un théâtre vide. 1 heure plus tard, on a frappé violemment à la porte. Je n'ai pas bougé. On a frappé de nouveau, puis une voix familière a crié à travers le bois. Claire, tu ne peux pas faire ça. Maman pleure. Ava. J'ai entrouvert la porte juste assez pour entendre sa voix. Tu as séché l'opération de mon fils pour des dégustations de gâteaux, lui dis-je. Ne me fais pas la morale sur les larmes. Son visage se crispa. Ce n'est pas juste. Non, répétai-je. Elle insista, mais la chaîne de sécurité tint bon. Tu crois que bloquer l'accès de maman va arranger quoi que ce soit? Tu l'as humiliée? Elle s'est humiliée toute seule, dis-je doucement. Je me suis simplement déconnectée. Pendant un instant, nous restâmes silencieuses. Son regard se porta derrière moi vers la pile de papier sur la table, les dossiers bien rangés, étiquetés à l'encre bleue. Preuve qu'une femme avait cessé de demander la permission. Tu détruis cette famille, murmura Ava. Non, répondis-je d'une voix calme. Je ne la finance tout simplement plus. Elle partit sans claquer la porte, ce qui, d'une certaine façon, me parut plus fort. Vers midi, les appels se firent plus rares. À 14 heures, ils cessèrent. Assise dans le silence, je sirotais un café froid, la tasse lourde entre mes mains. Par la fenêtre, le monde continuait son cours, les feux tricolores changeant, les gens traversant la rue, sans que personne ne se doute qu'une guerre silencieuse venait de se terminer dans ma cuisine. Plus tard dans la soirée, un courriel arriva de la banque. Audit du compte terminé. Accès externe définitivement bloqué, confirmation en pièce jointe. Je téléchargeai le PDF et l'imprimai. Le bruit de l'imprimante qui tournait était doux, rythmé, définitif. Léo se réveilla et entra dans la cuisine, les cheveux en bataille et son pyjama froissé. « Maman, dit-il, on fait des crêpes demain. »« Bien sûr, » répondis-je en lissant ses cheveux. Il sourit et retourna se coucher. La maison retomba dans le silence, mais cette fois, ce silence n'était pas vide. Il était mérité. Je glissai la confirmation imprimée dans le dossier « Épreuve » et le fermai à clé dans le tiroir. Un petit rituel, silencieux, mais complet. Dehors, les dernières lueurs du jour s'éteignirent. Les stores projetaient de fines ombres sur la table où mon téléphone vibrait sans cesse. Maintenant, il restait là, immobile, face contre table. Je fermai les yeux et n'écoutais rien. Ce néant qui signifiait que tout s'était enfin arrêté. 2 mois passèrent. Les jours reprirent leur rythme. Déposer les enfants à l'école, faire les courses, bavarder avec les voisins qui ignoraient tout de la tempête qui venait de passer. Léo guérit plus vite que prévu. La cicatrice sur sa poitrine, autrefois rouge, était devenue rose pâle, une fine ligne qui captait la lumière lorsqu'il soulevait son t-shirt pour me montrer sa force retrouvée. Nous vivions plus lentement désormais. Les matins embaumaient les crêpes et le café, au lieu de l'antiseptique et de l'inquiétude. J'avais cessé de vérifier mon téléphone, espérant des messages qui n'arrivaient jamais. Le silence, autrefois si pesant, s'était adouci, laissant place à une sorte de calme. Un soir, à la tombée de la nuit, la sonnette retentit. Une enveloppe était posée sur le paillasson. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de la main de mon père. À l'intérieur, un chèque de 5 000 $ et une lettre soigneusement pliée. « Claire, » disait le chèque, « nous avons eu tort. Le mariage n'était pas une urgence. L'opération de Léo, si. Nous avons fait le mauvais choix et nous vous avons blessés tous les deux. Ce chèque n'est pas pour que tu l'encaisses. Il est là pour te rappeler la valeur que nous avons oubliée. Je n'attends pas de pardon, juste que tu saches que je comprends enfin. » Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé le chèque sur le comptoir, à côté de la bouilloire qui refroidissait. Le papier a flotté dans l'air par la fenêtre ouverte, un léger bruissement comme une respiration. Léo est entré dans la cuisine, pieds nus,
serrant sa couverture préférée contre lui. « Maman, c'est de qui, de grand-père ?» ai-je demandé. Il a écrit pour s'excuser. Léo a froncé les sourcils. « Ça veut dire qu'on doit les voir ? » « Non, » ai-je dit doucement. « Ça veut juste dire qu'ils apprennent. On n'est pas obligé d'ouvrir la porte tant qu'on n'est pas prêt. » Il a hoché la tête, satisfait, et est retourné au salon. Le soleil couchant baignait l'appartement d'une douce lumière dorée. J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans mon dossier, juste derrière le chèque de banque. Confirmation. Preuve de 2 choses. Ce qui a été pris et ce qui m'appartenait enfin de nouveau. À travers la vitre, je voyais nos reflets. 2 silhouettes côte à côte, immuables et intactes. Je n'ai pas encaissé le chèque. J'ai simplement laissé le silence s'installer. La famille n'est pas une dette à rembourser. C'est un choix, garder ou laisser partir. Avant, je pensais que la paix signifiait réparer tout ce qui s'était brisé entre nous. Maintenant, je sais que la paix, c'est ce qui reste quand on cesse de se justifier. Et le silence, enfin, sonne comme un retour aux sources. Si cette histoire vous a touché, restez jusqu'à la suivante. Certaines blessures n'ont pas besoin de vengeance, elles ont besoin d'être libérées. Dites-moi d'où vous me regardez et à quoi ressemble la paix pour vous. Car peut-être que quelque part, quelqu'un apprend que le silence peut être la réponse la plus éloquente.